Si j'arrive pas, on me dit. Si j'arrive pas. C'est pas besoin d'être bon. Romande pour y faire souffler le vent de la libéralisation. D'autres vont encore bien plus loin. Ils se définissent comme des libertariens. Ils veulent supprimer l'État et privatiser l'école, la santé, la police, l'armée. Ils sont libertariens. Portrait. Rentrée littéraire, il y a trop de livres. La plupart d'entre eux ne seront jamais lus. Pourquoi publie-t-on autant? Il y a les Miss, mais aussi les mystères. Pourquoi les garçons se mettent également à défiler? Interview de Mystère Suisse Romande. Assistance au suicide, les étrangers atteints de maladies incurables viennent mourir à Zurich. Témoignage. Bonsoir. À l'heure où on va voter sur l'ouverture du marché de l'électricité, à l'heure où la Fondation Avenir Suisse s'installe en Suisse romande pour y faire souffler le vent de la libéralisation, d'autres vont encore bien plus loin. Ils se définissent comme des libertariens. Ils rêvent d'une société entièrement privatisée dans laquelle l'État serait simplement supprimé. Enquête en Suisse, Giuseppe Melillo et Yves Godel. Pour moi, une Suisse véritablement libérale, c'est une Suisse où il n'y a pas d'impôts, où il n'y a pas d'école publique, il n'y a pas d'hôpitaux d'État, il n'y a pas de routes d'État, il n'y a pas de télévision et de radio d'État. C'est une société où tout est privé, y compris la justice, y compris la police, c'est-à-dire il n'y aurait que des agents de sécurité privés et peut-être, voire même, l'armée privée. Ce serait un monde où la propriété privée remplacerait l'État, où chacun serait libre de faire ce qu'il veut avec ce qu'il a. Ça serait pas un peu dangereux si tout le monde avait le droit de porter une arme? Oui, bien sûr, ça serait dangereux pour les tyrans et pour les criminels. Parce qu'il faut bien réaliser que personne n'est allé armé à Auschwitz ou dans l'archipel du Goulag. Et puis à Zug, eh bien, tout le monde était légalement désarmé. Et puis là, le criminel, là, eh bien, il était illégalement armé. Mais pourtant, le criminel, il s'exerçait régulièrement dans les centres de tir. Je ne sais pas, mais peut-être que les parlementaires, il y en avait aussi beaucoup qui s'exerçaient. Simplement, ils ne portaient pas une arme sur eux parce qu'ils respectaient la loi de Zug, la loi fédérale. Un raisonnement singulier qui émane d'une philosophie peu connue chez nous. Le mouvement libertarien est pourtant présent dans le monde entier. Aux États-Unis, ils sont plus d'1,5 million à soutenir les idées du banquier Harry Browne, candidat du Parti libertarien aux élections présidentielles de l'an 2000. I'm Harry Browne, the Libertarian presidential candidate. Dans la pratique, personne ne sait vraiment si une société libertarienne peut fonctionner. Certains ont donc imaginé de construire des villes expérimentales, comme Oceania. L'idée serait de vérifier si une population est capable de vivre sans État, mais dans l'harmonie. Parmi les projets qui n'ont pas encore vu le jour, il y a aussi la Lifeboat Foundation, une sorte d'arche de Noé spatiale destinée ni plus ni moins à préserver l'humanité. Du pur délire, c'est pourtant bien sur Terre que l'idéal libertarien trouve ses origines. Cet hôtel qui surplombe le lac Léman est le berceau de la Société du Mont Pèlerin. Fondé dans ses salons en 1947, ce club d'intellectuels réunissait la crème de la pensée libérale. À sa tête, Ludwig von Mises, professeur d'économie à Genève, et son élève Friedrich von Hayek,
prix Nobel d'économie en 1974. C'est notamment dans leurs écrits que les libertariens puiseront leur inspiration. Pour les libertariens d'Amérique, le seul pays sur Terre qui se rapproche de leur idéal, c'est la Suisse. À cause du secret bancaire, les taux d'imposition faibles, le fédéralisme extrême, le fait que les politiciens aient relativement peu de pouvoir, que le pouvoir soit éclaté entre confédérations, cantons, communes, et puis la neutralité qui est importante parce qu'ils sont anti-interventionnistes et que pour eux c'est important qu'un État ne s'étende pas non plus à l'étranger. Christophe Koring est enseignant. Ce Suisse de 33 ans en a ras-le-bol. Ancien président des jeunesses du Parti libéral vaudois, il se dit aujourd'hui pour un système anarcho-capitaliste. Comparativement au reste du monde, au reste de l'Europe, on préfère le statu quo actuel, mais bien évidemment, on veut tout chambouler. On veut une Suisse qui soit une authentique terre de liberté. Salut les gars! Avec ses amis, Christophe Koring a créé un site internet, un moyen de communication idéal, puisque sur internet, c'est bien connu, on peut faire ce qu'on veut. Ici, les auteurs parlent de liberté en toute liberté. Et en cherchant bien, on tombe même sur des noms connus. Dans ses textes, le célèbre avocat genevois Charles Poncet prône la liberté du travail clandestin, fait l'apologie du blasphème, des thèmes typiquement libertariens. Alors, maître, en êtes-vous un ? À certains égards, oui, si vous voulez, dans la mesure où les libertariens revendiquent l'exercice le plus grand possible de la liberté individuelle, je trouve qu'ils ont tout à fait raison. Maintenant, quand cet exercice-là est poussé dans ses conséquences ultimes, en matière économique par exemple, le raisonnement libertarien serait de dire que celui qui dispose de moyens suffisants va très bien vivre, et celui qui est pauvre va mourir de faim, et tant pis pour lui. Ça, c'est un raisonnement auquel les libéraux ne souscrivent pas. Magnus Kempe est ingénieur EPFL et libertarien. Il n'a pas peur de se montrer, ce qui n'est pas le cas de tous. Certaines personnes qui adhèrent aux mêmes idées ne veulent pas apparaître en public parce que des réactions peuvent être très violentes face à ces idées. Dans un environnement professionnel, ça peut être dérangeant d'avoir des débats politiques ou philosophiques qui peuvent créer des fossés. Magnus Kempe habite Londres, mais c'est à Neuchâtel qu'il projette de créer le premier think tank libertarien de Suisse. Il s'agit d'une sorte de laboratoire de réflexion, comme il en existe déjà 150 dans le monde. Les plus importants ont influencé la politique de privatisation du président Reagan et de Margaret Thatcher. Pour Magnus Kempe, l'objectif serait de créer en Suisse un vrai parti libertarien, le parti du capitalisme. Université de Genève. William Ossipoff est professeur de théorie politique. Nous lui avons demandé si un parti libertarien est imaginable en Suisse. À vrai dire, je ne crois pas qu'un parti libertarien a beaucoup de chance. Notre tradition politique européenne est une tradition qui fait confiance à l'État. Je ne crois pas que dans l'électorat, on soit disposé à faire passer l'État à la trappe au profit d'une espèce d'anarchisme. Je pense qu'il y a très certainement un côté sectaire dans le libertarisme. Bon, on verra ce qui arrivera à l'avenir. Je pense qu'il se trompe. Je pense que c'est peut-être plus une volonté de croire qu'on n'arrivera pas à modifier la direction dans laquelle notre société va depuis quelques décennies. Un monde libertarien ressemblerait probablement à ce qu'on appelle un monde à deux vitesses, ou en tout cas un monde où pourraient tirer leur épingle du jeu ceux qui ont les moyens financiers de se payer les services que l'État ne rendrait plus, c'est-à-dire en premier lieu leur propre protection, alors que les autres seraient démunis de protection puisqu'ils pourraient par définition pas la payer. On estime qu'il y aurait entre 1000 et 2000 libertariens en Suisse. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très discrets. Je connais des gens à l'intérieur de certaines sections cantonales, par exemple le Parti libéral neuchâtelois, qui ont des idéaux libertariens, mais qui travaillent à l'intérieur du Parti libéral pour essayer de transformer l'activité de ce parti. Des libertariens infiltrés au sein du Parti libéral suisse, voilà qui a de quoi surprendre Jacques-Simon Aigli, qui ignorait jusqu'à l'existence même du mouvement. Si d'aventure il devait y avoir des personnes de cette sorte
dans tel ou tel de nos partis cantonaux. Alors je me demande quel serait leur but, parce que le Parti libéral neuchâtelois, comme les autres partis libéraux cantonaux, comme le Parti libéral suisse, sont des partis qui précisément recherchent un équilibre entre la personne et la communauté, un équilibre aussi entre, naturellement, la liberté de chacun, notamment la liberté économique, et puis les tâches de l'État que nous reconnaissons tout à fait. Mais alors, y a-t-il des libertariens sous la coupole? Réponse, Christophe Mörgerli, conseiller de Christophe Blocher et surtout idéologue de l'UDC. Je suis un libéral, mais j'ai beaucoup d'affinités avec les pensées libertariennes. Et M. Blocher est-il libertarien? Lui aussi s'inspire beaucoup des idées libertariennes. Je vous rappelle par exemple qu'il est pour une diminution du rôle de l'État, qu'il s'oppose au fait que l'État s'immisce toujours plus dans l'économie. En plus, il défend l'individu qu'il met au premier plan. Et naturellement, il s'oppose à toute forme de centralisation, qu'elle soit mondiale ou européenne. Tout ça, ce sont des idées libertariennes. Le noyau libertarien de l'UDC se trouve à Zurich. Pour les amis de Christophe Blocher, la création d'un parti libertarien du genre parti du capitalisme ne serait pas une bonne nouvelle. Je n'espère pas que ce parti voit le jour. J'espère plutôt que l'UDC sera en mesure de représenter ce courant de pensée aussi en Suisse romande, pour que les personnes qui sont favorables aux idées d'économie libérale ou libertarienne y trouvent leur place. Seulement, l'idéologie libertarienne ne s'arrête pas là. Poussée à son extrême, cela donne ça. La liberté d'expression, c'est la liberté de s'exprimer comme raciste, comme révisionniste, de faire du blasphème, de la pornographie, de mentir, ça c'est clair, ça ne viole pas les droits d'autrui. Le droit de faire du trafic de drogue? Le libre-échange, c'est aussi l'échange libre des drogues, oui, bien sûr, parce que vendre des drogues ne viole les droits de personne, en consommer non plus. Si vous êtes le libre propriétaire de votre corps, vous pouvez ingérer ce que vous voulez. On peut parler d'une société sans législation, mais avec plus de droits, car la législation de l'État, elle, viole systématiquement la liberté. Nous voulons en fait enchaîner les politiciens et les bureaucrates à leur niche, et si possible, éliminer la niche. Pour atteindre leur cible, Christophe Coring et ses amis semblent disposer de suffisamment d'arguments. Reste à savoir qui voudra bien les entendre. L'hiver dernier, comme tout le monde, nous avions parlé de Monique, une sans-abri lausannoise qui était morte de froid dans les toilettes publiques. Et puis, l'hiver est passé et le fait divers et les SDF ont été oubliés. Et pourtant, des drames de la solitude et de la misère, ça existe tout au long de l'année. Rubrique rétroviseur avec Yves Godel. C'est ici qu'elle est morte, discrètement et en silence. C'était juste avant Noël. Pour essayer de mieux comprendre, nous avions rencontré Denis, 51 ans, et sans abri depuis 2 ans à Genève. Bien sûr, le drame l'avait ému, mais il constatait surtout que c'est seulement en hiver qu'on s'intéresse au sort des SDF. Parce qu'il y a eu cette jeune femme qui est décédée. Voilà, alors là, automatiquement, on met sur le tapis, que ce soit la radio, la télé, les journaux. Mais par contre, on meurt aussi en été. Et là, on n'en parle pas. Bonjour Francis. Denis avait un ami, Francis. Lui, sa galère, il pouvait la vivre au chaud dans ce logement social sans confort. Les 2 hommes se voyaient régulièrement, l'occasion de partager quelques précieux moments de connivence. Aujourd'hui, Francis est mort. C'était le 5 août dernier. Personne ne s'en est aperçu. Son corps a été retrouvé chez lui 15 jours après son décès. Expliquer ça, je ne sais pas. C'est en soi, il n'y a pas de mots. Francis n'était pas un SDF parce qu'il avait, comme on a parlé, il avait un toit. Personne n'en a parlé. À partir du moment où on est en marge de la société, le regard des gens sur toi n'est pas le même. C'est un petit peu l'anonymat.
Pour Denis, c'était devenu difficile de voir Francis. Depuis plusieurs mois, il loge ici, à l'extérieur de la ville, avec 2 compagnons d'infortune. Cette maison de campagne, située en bout de piste de l'aéroport, a été mise à disposition par le canton de Genève. Malgré ses inconvénients, c'est une nouvelle vie pour Denis. Il n'est plus SDF. Est-ce que d'avoir un toit, c'est une garantie de s'en sortir? Non. Parce que la preuve, Francis, il avait bien un toit. Et pourtant, ça ne change rien. Bon, on est à l'abri. Bon, je sais que Francis, il avait beaucoup de copains. Quand il allait boire son petit verre au bistrot, bon, tout le monde le connaissait. Et donc, c'est ça qui est incompréhensible, que 2 semaines, on ne le voit pas et que personne ne soit inquiété. De toute façon, c'est notre destinée de mourir. Mais de crever comme ça, tout seul dans son coin, je trouve pas ça normal. Rentrée littéraire, il y a bientôt plus d'écrivains que de lecteurs. Des centaines et des centaines de livres sont édités et la plupart d'entre eux ne seront jamais lus, voire même jamais vus, cachés sous les piles dans les librairies. Alors pourquoi publie-t-on tant d'ouvrages? Reportage dans le monde impitoyable de l'édition, Bernard Hémaud. Au secours, on se noie dans les livres. Comment s'y retrouver? Lesquels choisir? 663 romans publiés par 144 éditeurs envahissent les librairies en 15 jours. C'est la rentrée littéraire avec en perspective les prix et ses promesses de vente. C'est du délire. Et en même temps, il y a 7 ans, quand j'ai commencé en librairie, il y avait 480 titres. Et à l'époque, on parlait déjà de saturation. 7 ans plus tard, il y a presque, je sais pas, 300 titres de plus. Et j'ai l'impression que ça va continuer, Donc, je ne sais pas à quel moment ça peut s'arrêter, réellement. Oui, c'est un peu comme une période électorale. Vous voyez, tout le monde est là, s'agite, parle, commente et occupe la scène. Je crois que chaque année, il y a à peu près, je ne sais pas combien de livres en plus par rapport à la rentrée précédente. Alors c'est ce qu'on appelle un peu le syndrome de Proust. C'est-à-dire que je crois que les éditeurs ont très très peur en fait, de passer à côté du chef-d'œuvre purement littéraire ou du best-seller de la rentrée. Proust, quand il a écrit le premier volume de La Recherche du temps perdu, il l'a envoyé chez Gallimard. C'est André Gide qui l'a reçu et qui l'a renvoyé en disant que c'était très mauvais et qu'il ne le publierait pas. Donc, disons, les éditeurs ont eu beaucoup de mal à se remettre surtout Gallimard, à se remettre de ça. Et depuis, on a un peu tendance qu'ils publient en se disant on verra bien. Et bon, il vaut mieux publier un mauvais livre que de passer à côté d'un bon. On s'est aperçu ces dernières années qu'un roman, c'était quelque chose qui coûtait pas cher à fabriquer, à faire, et qui pouvait rapporter gros. Depuis peut-être La première gorgée de bière de Philippe Delerme, bon, c'était pas un roman, c'était un texte littéraire, ou bien les ouvrages d'Anna Gavalda, en fait, qui sont des livres qui ont été tirés à 3000 exemplaires au départ à peine, et qui arrivent à atteindre des 200 000, 300 000, 600 000, oui, et plus pour La première gorgée de bière. Donc là, malgré tout, c'est quand même extrêmement attractif. L'effet Proust, un coût de fabrication moindre peut-être, mais en réalité il y a surtout les prix. Chaque éditeur rêve d'entendre prononcer le titre d'un de ses romans chez Drouin. Les prix, le prix Goncourt surtout, excitent les convoitises et génèrent cette folie éditrice. Mesdames, Messieurs, le prix Goncourt 2001 a été décerné au 6e tour de scrutin à Jean-Christophe Ruffin pour son roman Rouge Brésil aux éditions Gallimard. Il faut être dans la compétition. L'important, c'est d'être dans la course. Et donc, si vous n'êtes pas, si vous publiez pas en septembre, vous ne pouvez pas être dans la course. Je pense que c'est essentiel pour un éditeur. C'est-à-dire qu'on dit qu'un prix, comme un grand prix comme le prix Goncourt, le prix Femina, sauve l'année assure l'année d'un éditeur. Ça, c'est sûr que si un prix Goncourt, je pense qu'il a plus de soucis à se faire, en tout cas jusqu'à l'année suivante. Donc, c'est essentiel, oui. Il faut bien penser qu'un concours, c'est un minimum de 300 000 exemplaires, c'est plutôt autour de 400 000 exemplaires, et que ça change radicalement les choses pour le livre. Ça change moins la vie d'une maison qu'autrefois. Si on pense au prix Goncourt, il est toujours aussi important qu'avant. Les autres prix le sont moins. Aujourd'hui, les prix comme le prix du livre inter
ou le prix Goncourt des lycéens sont devenus des prix aussi importants, sinon plus importants que les autres prix d'automne. Et être sur la sélection du Goncourt, même si vous n'avez pas le Goncourt, être sur la sélection du Goncourt, ça veut dire entrer dans toutes les librairies, dans les hypermarchés, qui suivent ça avec beaucoup d'attention, dans les grandes surfaces, partout. Donc voilà, donc la vie de la rentrée est rythmée par ces sélections des prix littéraires. Et en même temps, il faut savoir vivre sans les prix littéraires. Sinon, si on attend chaque année un prix littéraire, il vaut mieux fermer la boutique. Pour les maisons d'édition, la bataille est rude. 663 appelés et peu d'élus. Avec ou sans prix, il faut exister et surtout vendre sur une très courte période. La lutte est terrible, implacable, pas question de rater sa rentrée. Vous savez, ces 4 mois, disons 3 mois, qui pèsent pour parfois presque la moitié de nos ventes de l'année. C'est comme les collections pour les couturiers. C'est à ce moment-là que ça se joue. Ce qui d'ailleurs est assez injuste parce qu'on publie de la littérature toute l'année. Les libraires ne chôment pas. Produit de consommation, le livre a une durée de vie extrêmement réduite. Je pense qu'on va les garder en tout cas 1 mois et demi. On va essayer de les faire vivre le plus possible. Et puis après, ça dépend aussi de ceux qui vont marcher, ceux qui auront... Il y aura du bouche à oreille probablement sur de bons titres. Il y aura des articles, il y aura des émissions, donc chacun aura sa chance. Sur la masse de livres, dans cette avalanche de titres, combien sur les 663 vont-ils passer l'hiver? Je pense qu'il y aura une 50aine de titres dont on va parler, qui seront vendus. Tous les autres vont repartir chez l'éditeur. On n'entendra plus jamais parler d'eux, certainement. La place dévolue à la littérature n'a guère augmenté. Alors pour échapper à l'anonymat, un livre doit être extrait de la mêlée, mis en évidence. Pourquoi un et pas l'autre? Depuis 2-3 mois, il y a des auteurs dont on entend parler. On n'a pas encore lu les livres, mais on entend des choses sur eux qui nous donnent plus ou moins envie de les lire. Et ça, la rumeur se confirme ou pas pendant l'automne. Dans la jungle de la rentrée, l'Américain Jonathan Franzen et son livre devenu phénomène est très en vue et cela n'est pas dû au hasard. C'est vrai qu'on a fait une chose qui est assez peu courante. Tous les ans, on passe une soirée avec les libraires qu'on invite, on les fait venir pour leur parler de la rentrée, justement. Et cette fois-là, on a pu faire en sorte que Jonathan Franzen soit là. C'est un livre que j'ai lu, que j'ai bien aimé. J'ai pu rencontrer l'auteur au mois de juin. La maison d'édition a invité des libraires à une rencontre avec ces auteurs de la rentrée littéraire. J'ai trouvé que c'était un homme intéressant. J'ai bien aimé le livre. Je pense que les clients seront contents de trouver son livre à moins 20%. Voilà, c'est les raisons qui nous ont fait le mettre en prix vert. 93 premiers romans dans cette rentrée. Derrière le rouleau compresseur médiatique, on peut tout de même espérer une surprise, une découverte. Je crois qu'on fonctionne par coup de cœur. Au-delà de tout ce qui est critique, de tout ce qui est journaux, etc., on fouille en permanence. On cherche vraiment la perle rare, le roman qu'on aura envie de partager avec les gens. Et ça, c'est du bonheur. Pour Jean-Marc Roberts, le rôle de l'éditeur est aussi de prendre des risques, de surprendre, de chercher, quitte à se tromper. Les livres qu'on attend ne m'intéressent pas. Moi, j'aime les livres qu'on n'attend pas. J'essaie toujours de créer la tendance et pas de suivre une tendance. Sinon, je m'ennuierais terriblement. Plus de livres, plus d'éditeurs. N'a-t-on pas tendance à publier n'importe quoi sans critère de sélection? Être édité devient facile, c'est vendre qui est compliqué. C'est vrai qu'on a plus de chances qu'il y ait 1 ou 2 livres qui marchent sur 15 ou 20 que sur 3 ou 4. Et je pense que c'est la politique des éditeurs, c'est de se dire qu'ils ont besoin vraiment d'avoir 1 ou 2 best-sellers par semestre et que le meilleur moyen, c'est de cibler un peu, dans toutes d'aller un peu dans toutes les directions. Le choix, peut-être est-il peut-être est-il impossible à faire, mais il y a une explication. L'explication, c'est qu'il y a trop d'éditeurs. Je crois que c'est ça la vraie raison. Il n'y a pas trop de livres. Quand je dis trop d'éditeurs, ça a l'air un peu violent, mais je crois qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui n'en sont pas, qui deviennent éditeurs de littérature, parce qu'aujourd'hui, les écrivains, c'est vrai, deviennent aussi célèbres que les chanteurs, et que donc, pourquoi pas, ils sont tous à la recherche du miracle. Le miracle, c'est ça, le prix Goncourt qui sera décerné dans 1 mois.
Que fera Jean-Marc Roberts le 28 octobre à 13h? Je regarderai la télévision, j'écouterai la radio. Parce que même quand je n'ai aucun livre, je vous dis la vérité, moi, sélectionné ou finaliste du Goncourt ou du Renaudot, j'attends toujours le résultat. Ça fait... je suis éditeur depuis 1974, donc ça va bientôt faire 30 ans. Et ça fait 30 ans que j'écoute la radio. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Les autres, les perdants, termineront peut-être leur vie chez les bouquinistes. C'est déjà une consolation. Et puis le reste, peut-être la majorité de cette surproduction connaîtra une fin horrible, le pilon. La fusion Vaud-Genève n'est plus du tout à l'ordre du jour et les petites rivalités mesquines entre les deux cantons se poursuivent. C'est en tout cas ce qu'a constaté Olivier Paul en découvrant une étrange publicité. Et en bon genevois qu'il est, il en a ras le cube. En feuilletant cet excellent hebdomadaire TV français, on découvre au milieu de la poussière commémorative du 11 septembre l'image rafraîchissante d'un monument aussi éphémère que reconnaissable. Œuvre de métal et d'eau pulvérisée, symbole Expo 02 d'Yverdon, c'est le nuage flottant sur les eaux du lac de Neuchâtel. Mais on peut aussi lire que c'est une publicité pour la région du Léman. Charrette-École, c'est pas le bon lac? Peut-être que l'explication se trouve sur le site internet www.regionduléman.ch, où l'on découvre que la région du Léman correspond en fait au canton de Vaud. De Sainte-Croix au Diableret, en passant par Nyon et Yvonand, le Léman déborde pour se mélanger entre autres aux eaux du lac de Neuchâtel, d'où le nuage d'Yverdon sur la pub. Quant à Genève, l'arrogante, qui a toujours voulu que le lac porte son nom, elle est remise à sa place. Elle ne fait pas partie de la région du Léman. On y trouve seulement l'idéogramme d'un aéroport, celui que les Vaudois utilisent pour partir en voyage. De quoi satisfaire ce broyard, adversaire de feu la fusion Vaud-Genève, qui, en critiquant l'égocentrisme genevois, déclarait il y a 4 ans: quand on parle de cette fusion de Genève, moi je donne une image que chacun peut se représenter, c'est que la bruine de ce jet d'eau n'arrivera pas juste dans la broie pour la faire prospérer. Qu'il se rassure, ce sont aujourd'hui toutes les eaux du Léman qui mouillent sa broie chérie. Mais les démons finissent toujours par revenir. L'adresse électronique de la région du Léman, qui est en fait un concept de l'Office du tourisme du canton de Vaud, est info@lakegenevaregion.ch. De bleu, puisqu'on vous dit que c'est le lac et la région de Genève. Il y a les Miss Suisses, bien sûr, mais aussi les mystères. Qu'est-ce qui pousse les hommes à participer à des concours de beauté? Interview d'Enver Mazrekou, Mister Suisse romande en titre, séquence RSVP. Enver Mazrekou, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était la semaine des Miss Suisse, mais c'était aussi la semaine du 11 septembre. Alors, vous êtes d'origine kosovare, vous êtes musulman. Comment est-ce que vous avez vécu ces commémorations? Bah, écoutez, moi, je trouve ça un petit peu malheureux de savoir que les extrémistes peuvent toujours causer des pertes pour les victimes. C'est toujours les victimes qui payent les conséquences, et ça, je trouve ça malheureux, en général. Alors écoutez, on est venu là pour parler des concours de beauté pour hommes. Alors on va parler de ça, mais on va voir un petit portrait de vous avant. D'accord, avec plaisir. Impossible d'ouvrir un journal sans tomber sur un concours de stars machin chose ou de Miss. Ah, les Miss, à la fois people et support publicitaire, on les voit partout. Et les mystères alors, où sont-ils? Mystères. Pourtant, les concours de beauté pour hommes existent depuis plusieurs années et ont aussi des sponsors. Alors qu'est-ce qui pousse les garçons à défiler en maillot de bain devant un jury? Une bonne question à poser à Enver Mazrekou. Né en 1979 au Kosovo, il arrive en Suisse avec sa famille à l'âge de 11 ans. Depuis cet âge, il se passionne pour le monde du spectacle et prend des cours de danse. Il se produit dans ce numéro jacksonien au café du Festival de jazz de Montreux.
L'un de ses meilleurs amis l'initie ensuite à la boxe et il se lance dans la compétition. Il pratique également le ring hockey. Et puis en novembre 2001, à 22 ans, alors qu'il travaille déjà comme courtier, il décide de se présenter à l'élection de Mister Suisse romande. Après avoir défilé en tenue de sport, en maillot de bain et en tenue de soirée devant un jury exclusivement féminin, il remporte au terme d'un suspense insoutenable le titre du plus beau garçon de Suisse romande. Dans 2 mois, il rendra son titre et continuera à vendre des titres dans une société financière, tout en rêvant de devenir un jour mannequin. Alors j'imagine que vous avez regardé l'élection des Miss Suisse hier soir, au moins un petit moment. Alors, c'est une jeune femme des Grisons qui a gagné et on dit que les romandes n'ont jamais de chance. Est-ce que c'est aussi comme ça chez les hommes? Bah oui, malheureusement c'est ça, quoi. Mais c'est un peu dommage. J'espère qu'un jour ça changera. Et vous arrivez à expliquer pourquoi? Parce que l'organisation est à Zurich ou... Peut-être à cause de ça, mais je ne sais pas si c'est en général parce que c'est basé qu'à Zurich et puis qu'il y a plus de gens qui se présentent de là-bas. Et puis il n'y a pas assez de romans, peut-être, c'est à cause de ça. Alors, quelles sont les différences entre une élection de Miss et une élection de Mystère? Est-ce que ça se passe exactement la même chose? Par rapport à ce que j'ai vécu, moi, je dirais simplement que mon expérience a été beaucoup sympathique avec mes collègues qui étaient là, on s'est bien amusés. Par rapport aux filles, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus dur et que les filles, ça a l'air assez être moi la première et toi non. Et nous, personnellement, là, on a bien vécu ça, quoi. Il n'y avait pas de rivalité entre vous ou... Depuis le début, c'était la fête jusqu'à la fin. Et comment est-ce que vous expliquez que les Miss soient si médiatisées, parce qu'on les voit partout, alors que les Mystères, on ne les voit pas beaucoup finalement une fois qu'ils sont élus? Ça serait d'abord parce que les Miss Suisse, ça existe depuis très longtemps, et les Mystères pas assez. Et ensuite, niveau sponsor aussi, parce qu'il y a plus de gens qui les soutiennent. Et les Mystères, pas du tout, il n'y en a pas assez. Et puis la télévision, bien sûr. Quand on voit quelqu'un à la télévision, bien sûr que les gens sont prêts à les soutenir. Mais vous pensez que les sponsors ne sont pas prêts à associer des garçons en maillot de bain à leurs produits Je ne sais pas personnellement. Ce que j'espère, c'est que ça changera. J'espère qu'on pourra être un petit peu égalité par rapport à ça. Ce serait bien. Alors, c'est votre combat pour l'égalité, c'est dans l'autre sens. Si je pouvais représenter un peu les hommes dans ce qu'ils font là, ce serait une bonne chose. Alors justement, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, un jour, à vous présenter à l'élection en 2001 de Mister Suisse romande? L'envie était là depuis très longtemps. Tout ce qui était scène, ça m'a toujours attiré. Il y avait une femme qui s'appelle Tina qui m'a poussé et puis qui m'a présenté cette directeur d'agence qui s'appelle José Barrault, qui travaille dans Chic Model. Et à partir de là, on a fait un casting et puis ça a démarré comme ça. Parce qu'on vous disait comme ça, ah mais tu es beau, tu devrais faire ça. Moi, je crois que ça n'a rien à voir avec la beauté, c'est surtout ce qu'on dégage en général. Les gens nous jugent sur 3 aspects, le costume, le maillot de bain, tenue décontractée. Il faut juste essayer d'être le plus naturellement possible. Puis... Alors, comment est-ce que les gens autour de vous ont réagi quand vous avez dit « je me présente à un concours beauté » Bon, en général, c'est bien. Parce que vous travaillez quand même dans la finance, c'est pas le milieu le plus exhibitionniste qu'on peut imaginer. Oui. Donc là, quelles ont été les réactions? Écoutez, il y a toujours des gens qui sont contents, il y a ceux qui disent des petits mots pour vexer un petit peu, mais ça ne me fait pas grand-chose. En général, ils m'ont tous soutenu. Et du jour au lendemain, ils m'ont vu dans le journal et puis ils étaient quand même, j'espère, un peu contents pour moi. Puis vous n'avez pas eu peur à un moment de passer pour un joli garçon, mais on dit un joli garçon un peu con? Écoutez, si les gens veulent penser ça, qu'ils pensent que ça. Moi, je suis ce que je suis, et je suis là pour faire les choses que j'aime. Et puis si ça dérange quelqu'un d'autre, dommage, quoi. Alors, il y a beaucoup d'hommes d'origine étrangère comme vous qui se présentent à ce genre de concours. À votre avis, pourquoi? Est-ce qu'il y a un besoin de montrer quelque chose, de prouver quelque chose? Moi, je dirais que les gens qui viennent de l'étranger, en général, n'ont pas peur du risque. Alors, ils viennent des pays où ils ont vécu des choses assez dures. Quand il y a des choses qui se proposent, alors ils essayent. Moi, personnellement, je sais que si j'ai envie d'une chose, je me bats pour réussir. Est-ce qu'il y a aussi peut-être moins de complexes que chez les Suisses pur sucre, par exemple, à se montrer? Ça, je ne sais pas. Personnellement, je dirais que les Suisses, peut-être, ont un petit peu peur des réactions des autres, et que les étrangers, peut-être pas. Alors, lorsque vous avez défilé, vous avez quand même dû défiler en maillot de bain devant un jury exclusivement féminin. À ce moment-là, est-ce que vous avez eu peur? Peur, un petit peu, parce qu'il y a un regard qui est assez fort. Hein. Surtout, on entend des cris, on entend des encouragements d'un côté, de l'autre pas, et on se pose des questions. Mais il
Il faut vraiment avoir du courage pour défiler. C'est facile de critiquer, de dire voilà, lui, il fait ça, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et vous acceptez qu'on vous juge que sur votre physique, parce que soyons réalistes, c'est pas votre personnalité et votre caractère qu'on juge. C'est un aspect du physique. C'est un aspect du physique, ça me dérange pas. Et à votre avis, les femmes qui vous regardent défiler comme ça, qu'est-ce qu'elles jugent? Sur quoi elles vous jugent? En général, c'est la tenue, la façon dont on marche, la façon dont on regarde les gens, comment on est naturel, et puis le sourire et toutes ces choses-là. Et vous, pourquoi vous avez été élue? Je présume pour ces choses-là, enfin j'espère. Alors vous faites partie d'une génération qui se montre assez facilement. On voit des tas de gens de votre âge se précipiter sur le loft, sur Popstar, sur Star Academy. Est-ce que vous êtes d'une génération exhibitionniste ou bien qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vous apporter en fait? D'avoir déjà un bon souvenir, d'être là, d'avoir fait quelque chose de nouveau et puis de ne pas avoir peur, d'essayer l'aventure. C'est vraiment l'aventure. C'est comme une espèce de jeu en fait. Un espace de jeu, voilà. Et il n'y a pas d'inhibition à se montrer, finalement? Non. Moi, personnellement, ça, je ne ressens pas comme ça. Moi, il y a quelque chose qui m'attire. Moi, ça a toujours été la scène, que ce soit pour les défilés, la danse, ça a toujours été. Il y a la volonté d'être un peu dans la lumière aussi. C'est un petit peu aussi ce côté de challenge, comme dans la boxe, qu'on peut le trouver. Vous avez peur de monter des rings. Quand vous montez, quand il y a la lumière, tout se passe naturellement. Alors, lorsque vous avez gagné, vous avez été élu, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça m'a fait plaisir de gagner quelque chose et puis j'en étais un petit peu fier quand même. Est-ce qu'il y a une fierté qui était aussi liée au fait que vous êtes d'origine kosovare? Parce qu'on a souvent une image assez négative de la communauté, malheureusement, à cause des affaires de drogue. Donc là, c'est quand même tout à fait autre chose. Oui, et puis surtout, ça permettra de voir qu'il y a des gens qui habitent ici depuis plusieurs années et puis qui sont prêts à s'investir, et qui sont bien intégrés au pays surtout. Ça, c'est une bonne chose. Alors, quelles ont été les réactions? Quelle image les gens se font en fait d'un mystère? Par rapport aux questions que j'ai posées à des copains, ils le voyaient tous immenses, comme ça, avec des épaules larges comme ça. Je suis l'inverse, petit et tout, sauf sans les épaules larges comme ça. Et vous travaillez dans la finance, ce qui est aussi assez inattendu. Alors concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté ou rapporté? Il y a eu des possibilités, il n'y a rien eu de concret par rapport à la Miss Suisse, mais ce que j'espère, c'est pouvoir développer dans ce domaine-là. Parce que les Miss Suisse, elles gagnent beaucoup d'argent. Vous avez gagné de l'argent? Moi, je n'ai pas gagné d'argent. J'ai gagné quelques prix, mais rien de spécial. Et est-ce que ça aurait pu vous donner des contrats, par exemple de la pub ou des choses comme ça? Normalement, c'est fait pour cela, mais ça dépend un peu des possibilités qu'on nous offre et puis que les gens, comme ils se proposent. Et comme c'est aussi par rapport à la médiatisation, si c'est vu par la télévision, il y a des gens qui prennent contact et ça enchaîne. Alors vous finissez aujourd'hui une formation de courtier, mais dans votre tête, vous rêvez toujours de ce monde du spectacle ou d'être mannequin. Vous avez 22 ans, 23 ans. 23 ans. Qu'est-ce que vous allez choisir? Bien sûr, je choisirais mon métier parce que simplement, je l'aime. Donc votre métier dans la finance? Oui, mais s'il y a la possibilité de pouvoir travailler dans une grande agence et que, par exemple, comme une agence à Genève, et puis continuer de développer là-dessus, ce serait une bonne chose. Dans la mode? Dans la mode, oui. Donc si vous avez une bonne occasion, vous êtes prêt, je suis prêt, bien sûr, à vous lancer. Et puis, vous n'avez pas participé au concours de Mister Suisse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse la tête? J'espère l'année prochaine le faire, peut-être, s'il y a la possibilité. Ça dépend toujours de ma formation, parce que ça me prend pas mal de temps. Mais dès que la possibilité se présentera, et puis éventuellement essayer de gagner, ce serait une bonne chose. Est-ce que vous pensez que vous, roman d'origine albanaise, musulman, vous pourriez devenir un Mister Schweiz ou un Mister Suisse? Tout est possible. Le seul moyen de savoir, c'est de l'essayer. Alors s'il y a une fois un Mister roman qui est élu Mister Suisse, on espère que ce sera vous. Enver Mazreku, merci. Merci à vous. Et puis à Mise au Point, on a beaucoup de chance parce qu'on a des Miss et des mystères chaque semaine. Mais nous, par pudeur, on ne montre que la tête et ce sont les têtes au carré. Ben Laden, et non, c'est le comédien parisien qui incarne Ben Laden dans le film de Idrissa Ouedraogo consacré au 11 septembre. Maquillé, il a dû être protégé par des gardes armés. Courageux mais pas téméraire, il a refusé d'inscrire son nom au générique. Monseigneur Genoux et Monseigneur Buchel. Puisque les églises sont vides, le premier rencontre ses ouailles au bistrot, le deuxième propose une bénédiction par SMS. Diable, les voix du Seigneur passent-elles mieux par portable ? Pascal Couchepin, le Blic l'accuse de voir tout en rose et de minimiser la récession. Pascal en rajoute une couche. Oui, j'aime voir la vie en rose, je n'ai pas vu la crise et je ne peux rien y faire. À quoi sert un ministre de l'économie? À nous envoyer sur les roses. Micheline Calmiré et Liliane Maury-Pasquier sont inséparables. Ensemble à New York et à Genève pour l'ONU et même à Yverdon,
avec Ruth Dreyfus sur l'Arte-Plage. Si Ruth tombe à l'eau, c'est Micheline ou Liliane qui finit sur un nuage? Des dizaines d'étrangers atteints de maladies incurables viennent mourir en Suisse. Ils se rendent à Zurich, chez l'association Dignitas, une association qui pratique l'assistance au suicide et qui, contrairement à sa concurrente Exit, accepte les membres étrangers. Il y a un mois, un reportage de la chaîne anglaise BBC avait fait scandale en montrant comment se passe ce tourisme de la mort. Ce reportage, le voici, il est adapté par Éric Burnin. Pour les nombreux Européens qui ont choisi de mettre fin à leur jour, Zurich, c'est l'ultime étape avant le grand départ. Espagnols, Grecs, Italiens et même Israéliens, ils font des milliers de kilomètres pour venir mourir ici dans la dignité. Dignitas met à la disposition des candidats au suicide ce petit appartement discret au centre-ville. Quand ils arrivent, je leur offre du café, un jus ou ce qu'ils veulent, parce qu'il est important qu'ils se sentent à l'aise. Erika Lullet est l'hôtesse de ce mouroir. Infirmière retraitée, elle accompagne bénévolement les malades incurables qui viennent se suicider. Pour respecter la loi, ils doivent ingurgiter eux-mêmes le cocktail mortel, un puissant barbiturique dilué dans l'eau que leur prépare Erika Lullet. Ça représente à peu près ce volume. Seulement un fond de verre? Oui, ça suffit. Et après, le patient boit de l'eau, ou alors je lui donne du chocolat, parce que le liquide est très très amer. Un peu comme la ciguë du temps de Socrate. Je m'assieds ici près du patient et je reste jusqu'à ce qu'il s'en aille. Quand vous vous trouvez comme ça, à côté de quelqu'un qui est en train de mourir, c'est une tâche terriblement éprouvante pour vous. Ça l'est. Mais quelqu'un doit le faire. L'organisateur de ce tourisme du suicide, c'est Ludwig Minelli, secrétaire général de Dignitas. Il accueille les membres étrangers de l'association. Aujourd'hui, une Allemande de 49 ans, Sigrid Kazé, qui souffre d'un cancer des os incurable et terriblement douloureux. Sigrid Kazé a donc choisi d'en finir. J'aurais préféré faire ça chez moi. Mais la loi allemande l'empêche. Je pourrais me débrouiller toute seule. Cependant, je ne serais pas sûre que ça marche. Je pourrais très bien avaler une centaine de somnifères et m'endormir. Mais qui dit que je ne me réveillerai pas? Le moyen que j'ai choisi est sûr. Ça va marcher. Avant de se rendre dans le mouroir, Sigrid Kazé doit passer une visite médicale qui attestera que sa maladie est incurable. Dignitas exige également de ses membres une déclaration écrite. Nous avons tous les documents et nous sommes en contact avec la personne depuis longtemps, par téléphone et par correspondance. Il y a donc une base tout à fait fiable pour que le médecin puisse se prononcer. De nombreux médecins zurichois refusent de faire le jeu de Dignitas. Le professeur Oswald Hulse est farouchement opposé à l'assistance au suicide. Jamais je n'aiderai quelqu'un à mourir. Je l'aiderai volontiers à supporter ses souffrances en lui donnant ce qu'il faut. Et de cette façon, nous abrégeons bien sûr la vie, mais sans avoir l'intention de tuer la personne. Nous la laissons mourir paisiblement. Le médecin qui a examiné Sigrid Kazé est d'un autre avis. Il a constaté l'incurabilité de sa maladie et a délivré un certificat.
Aucun obstacle n'empêche désormais Sigrid Kazé de se donner librement la mort. J'aimerais que chacun ait la possibilité de faire ce choix. Ce libre choix proposé par Dignitas a séduit de nombreux Européens. Plus de la moitié des 1900 membres de l'association suisse sont étrangers. Parmi eux, un professeur retraité de Cambridge, Klaus Eckenstein, qui a frôlé la mort il y a 4 ans lorsque les médecins ont diagnostiqué un cancer foudroyant. Depuis lors, sa vie est en sursis. Si le cancer refait surface, les métastases se répandront dans tout mon corps. Et il sera alors impossible d'en venir à bout. Ce sera extrêmement douloureux. Et à ce moment-là, je souhaiterais certainement avoir le choix d'en finir. Ce choix n'existe pas en Grande-Bretagne, où la loi interdit toute forme d'assistance au suicide, ce qui pose un gros problème aux membres de Dignitas qui voudraient se faire accompagner dans leur ultime voyage en Suisse par leurs proches. Ceux-ci pourraient être inculpés de crimes à leur retour. J'en ai parlé à certains de mes enfants. Ils approuvent mon choix. Je ne veux pas en dire plus pour ne pas leur causer de problème. S'ils m'accompagnaient à Zurich, seraient-ils considérés comme des criminels? Je ne sais pas. L'assistance au suicide est une préoccupation pour beaucoup de Britanniques, traumatisés par la terrible agonie de Diane Pretty, qui, totalement paralysée, demandait que son mari puisse l'aider à mourir. La justice s'y est opposée. Depuis lors, les demandes affluent auprès de la Société pour l'euthanasie volontaire, anciennement Exit, qui milite depuis 60 ans pour le droit au suicide. Cette lettre vient d'un monsieur de 73 ans, victime d'un cancer des os. Il voudrait avoir tout de suite un appui médical pour mourir. Il nous demande « Donnez-moi un moyen de m'en aller, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Nous recevons sans cesse des lettres de ce genre, à qui nous devons répondre que nous ne pouvons rien faire. Nous avons un réel problème en Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de gens qui voudraient une assistance médicale pour mourir. Alors ils cherchent à l'étranger et ils sont tellement désespérés qu'ils peuvent être tentés d'aller en Suisse. En faisant cela, ils ne bénéficient pas des soins médicaux et de l'encadrement convenable qu'ils pourraient avoir ici, si la loi était différente. Tant que les législations européennes ne changeront pas, la Suisse restera la seule porte de sortie pour celles et ceux qui préfèrent s'en aller. Sigrid Kazé a mis 1 année avant de se déterminer. Aujourd'hui, sa décision est prise. Elle peut s'installer sereinement dans le petit appartement de Dignitas. Il est un peu plus de 15 heures. Vous êtes heureuse de mourir ici, dans ce petit appartement? Ça ne fait rien. Parce que s'il y a un esprit en moi, peu importe d'où il s'envole, et s'il n'y en a pas, ça ne fait rien non plus. Pendant ce temps, Ludwig Minelli rassemble les documents officiels et prépare le poison. Tout est réglé. J'ai soldé mon compte en banque. J'ai tout fait le mois dernier. J'avais le temps. Et maintenant, c'est le moment pour moi de partir. Vous êtes vraiment sûre de vouloir mourir? Oui, je suis sûre. Ma dernière cigarette. J'ai de la peine à inhaler, mais j'ai la sensation de fumer. Schläft. Als Tempest vor. Peacefully quiet.
Oui, et suite à la diffusion de ce reportage, il y a eu en Angleterre une avalanche de demandes pour venir mourir en Suisse et l'association Dignitas a été très critiquée. En Suisse, le procureur zurichois a ouvert une enquête et 2 conseillers nationaux vont faire une intervention lors de la prochaine session parlementaire. Voilà, et puis la semaine prochaine, vous retrouverez bien entendu Mystère mis au point dans la catégorie senior bien conservé. Espérons simplement qu'il nous épargnera le défilé en maillot de bain. Bonne soirée, bonne nuit, merci et à bientôt.